Alors, nous reprenons nos échanges cet après-midi pour des tables rondes et des keynotes qui nous mèneront environ jusqu'à 17h30. Nous parlerons notamment décarbonation. Nous verrons aussi les questionnaires de conformité. Et puis, la clôture sera très géopolitique. Alors, tout de suite, je reçois Laurent Leblanc. Laurent est vice-président technique et opération chez Bureau Veritas Marine et Offshore. Et il va nous parler de l'environnement changeant du monde maritime. Je vous cède la scène. Merci beaucoup, Madame Desjardins. Vous pouvez m'entendre? Merci. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. J'espère que vous avez eu un déjeuner relaxant et que vous êtes en bonne condition pour suivre les présentations de cet après-midi. La mienne ne sera pas très longue, elle couvrira deux aspects. La nécessité de décarbonation dans le monde maritime et la présence de des cyber en général, la menace, et la façon dont on se prépare pour s'en défendre. La décarbonation sera subdivisée en trois parties. Le défi qu'il représente, de manière générale, en particulier pour le monde maritime. La deuxième étape consistera à explorer un peu quels sont les nouveaux carburants qui nous permettent de préparer cette décarbonation. Et vu de la société de classification, au Bureau Veritas, quels sont les éléments de classification que nous préparons et que nous mettons en place pour assurer que les constructions et la navigation des navires puissent se faire de façon propre et en toute sécurité. Commençons donc par la nécessité de décarbonation, avec pour défi, un défi mondial. Nous consommons aujourd'hui au niveau du monde 600 hexajoules. Hexajoules, c'est énorme, hein, je crois que c'est 10 puissance 18, quelque chose comme ça, c'est difficile même à exprimer. Et dans les divers scénarios qui existent aujourd'hui, en vue de la décarbonation en 2050, on voit que petit à petit, et de façon relativement forte néanmoins, les parts des énergies fossiles, qui sont aujourd'hui prépondérantes, sont petit à petit transformées, remplacées par des énergies de type renouvelable ou à faible émission en CO2. On voit sur ce graphique, dans la partie droite, entourée par l'ellipse verte, la partie pour laquelle on n'a soit pas d'émissions, soit faible émission, soit une capacité de capter les émissions, tandis que la partie basse, en dessous de cette ellipse, représente ce que seront demain, d'après ces scénarios, les parts des énergies fossiles, le gaz, le pétrole, ainsi que les énergies à base de charbon. Aujourd'hui, il est à noter que le transport des carburants, des combustibles d'origine fossile sont principalement assurés entre les continents et entre les pays par le transport maritime. Le transport maritime est extrêmement actif dans ce domaine et cette part de transport maritime pour les énergies fossiles actuelles, c'est 35%. 35%, c'est quelque chose de très important. 35% de la flotte mondiale est utilisée pour ce type de volume de marchandises. Ce qui signifie que lorsque l'on doit arriver d'ici 2050 à une suppression, voire à une neutralisation de ces carburants d'origine fossile, il y aura eu entre-temps un impact sur l'industrie maritime. Cet impact peut être de différentes natures. Il peut être constructif, en permettant de remplacer les navires transporteurs de pétrole actuels ou les navires transporteurs de gaz actuels par des navires de transport des nouvelles énergies, des nouveaux combustibles. En revanche, on risque de voir, pendant une certaine période, les navires pétroliers qui arriveront en fin de course, qui ne seront donc pas remplacés puisqu'il n'y aura aucune promesse de réutilisation pour ces navires, et un vieillissement de cette flotte dans un marché qui est relativement sensible du point de vue de l'environnement et de la sécurité.
La consommation aujourd'hui du monde maritime est de l'ordre de 10 à 11 hexajoules. On parlait de 600 au niveau mondial, 10 à 11 par le monde maritime. Cela représente entre 300 et 330 millions de tonnes de fuel de diverses natures. Les sources ne sont pas toutes égales sur ce point. On parle de 200 dans certaines conditions, 300 dans d'autres. L'ordre de grandeur est en tout cas de cette nature. Ce qui est absolument sûr, c'est que chaque tonne de pétrole, ou en tout cas chaque tonne de fuel de type marine qui est brûlée, génère 3 fois plus de CO2. 3 fois plus en volume. Autrement dit, l'équivalent de ces 2 à 300 ou 400 millions de tonnes de carburant qui sont faits tous les ans se transforme en 1000 millions de tonnes de CO2. Pour avoir une idée de ce que ça représente, s'il était question de capturer tout le carbone qui est émis par les navires au travers de ces 300 millions de tonnes de carburant, il faudrait environ 500 à 1000 navires de type transporteur de gaz de 170 000 m3 dédiés à transporter ce CO2 émis en vue de l'enfouir ou de le réutiliser dans des domaines de synthèse d'autres carburants. Donc c'est considérable, ce n'est pas quelque chose qui est anodin, et on peut constater que cette évolution est relativement importante en termes d'énergie demandée. Vous voyez sur le graphe en marron la part du pétrole, la part du fuel, en gris la part du gaz et des diesels, et qui suit globalement ce qu'est la demande, ce qu'est l'évolution aujourd'hui du PIB mondial qui est représenté par la courbe rouge. Donc on voit que même si les échelles ne sont pas les mêmes, les tendances sont relativement les mêmes. La demande en énergie suit l'évolution du PIB mondial. Ce PIB mondial qui est aujourd'hui donné de l'ordre de 85 000 milliards de dollars est prévu d'atteindre 125 d'ici moins de 5 ans. Donc on peut imaginer l'évolution également de la demande en énergie qui suit. 25% de ce PIB vient des États-Unis. La France en représente très peu, 2,6 sur 85, mais contribue, comme l'ensemble des pays industrialisés, à l'augmentation de cette demande. Si on regarde un peu comment se répartit dans le secteur en général, dans les secteurs industriels en général et dans le secteur maritime, les émissions de CO2 provenant de ces fuels, le transport de manière générale, le camembert sur la gauche, la partie bleu ciel en bas, est de l'ordre de 24-25%. Je pense que ces chiffres ont dû déjà être mentionnés ce matin. Tout dépend naturellement si on prend en compte le CO2 émis par l'agriculture, qui ne figure pas dans ce graphique, et qui rajouterait une part de 20 sur 100, mais l'ordre de grandeur reste relativement le même, entre 15 et 25% des émissions de CO2 proviennent du transport, que l'on prenne en compte le CO2 émis par l'agriculture ou non. La part du maritime, dans ces 24% qui apparaissent sur le camembert de gauche, c'est 11%. C'est celle qui apparaît en bleu ciel sur le camembert de droite. Donc 11% de 24%, selon cette estimation qui est faite dans ces deux camemberts, c'est de l'ordre de 2 à 3% des émissions de CO2 qui proviennent globalement du monde maritime, un peu moins si on inclut, comme je le disais, le CO2 provenant de l'industrie agricole. On parle donc d'1 milliard de tonnes d'émissions, soit environ 3% des émissions mondiales, 11% des émissions du transport, et il faut savoir néanmoins que 85 à 90% des marchandises échangées dans le monde le sont via les transports maritimes. Le transport maritime reste donc bien à des égards le transport essentiel pour les grands volumes de marchandises. Et il est également à noter que sur tous ces navires qui sont aujourd'hui en service, environ 100 000 bateaux, vous avez à peu près 100 à 200 000 navires qui
qui naviguent sur les mers, ainsi que sur les mers intérieures. 20% de cette flotte, c'est un peu la loi des 20 à 80, 20% de cette flotte génère 85% des émissions du secteur maritime. Alors, essentiellement du CO2, comme le graphique le montre, à droite. L'évolution des émissions de CO2 est représentée par cette grosse masse bleue, et les traits de crayon qui apparaissent en partie supérieure représentent le méthane, qui est à peine visible sur ce schéma, là, le léger trait vert, et le gaz nitreux en anglais, c'est-à-dire le gaz hilarant, le N2O, qui ici est factorisé. Le gaz hilarant a un pouvoir d'effet de serre 265 fois supérieur à celui du CO2, et il est ici déjà prémultiplié, autrement il couvrirait l'ensemble de la page. Et aujourd'hui, dans la configuration actuelle des moteurs et de la combustion des navires, cette part reste relativement marginale. Elle pourrait devenir plus importante par la suite, comme on le verra. En termes d'évolution et de croissance de la carbonation du secteur maritime, on voit ici sur le graphique de droite ce qu'était la situation en 1990, à la fois pour l'aviation, le maritime et le global, pris en relatif avec une valeur de 1, et comment ils ont évolué depuis cette époque jusqu'en 2018, où on a une évolution globale de l'ordre de 1,5 fois ce qu'étaient les émissions produites de façon générale depuis 1990, depuis 30 ans, tandis que l'aviation a multiplié par près de 2,5 et le monde maritime par 2. Il est à noter qu'en 2018, tel qu'est représenté ce graphe, on a une augmentation de 2 par rapport à 1990. En revanche, par rapport à 2008, on est resté quasiment au même niveau. On a même oscillé un petit peu en dessous de cette valeur, telle qu'elle est présentée. Alors je crois qu'il y a des animations. Voilà, vous voyez le trait vert qui représente ce qu'était la consommation, le niveau d'émission en 2008 et ce qui est aujourd'hui. On est quasiment au même niveau, alors que pendant le même temps, le volume de navires a été multiplié par 2. On est passé aujourd'hui à 2000 millions de tonnes en port en lourd pour une valeur qui était de l'ordre de 1000 en 2008. Donc un doublement depuis 1990, une partie qui est restée relativement stable depuis 2008, et entre 2008 et 2018, une très forte augmentation du volume de navires, sans avoir pour autant une augmentation très forte des taux d'émission. Les différentes projections sont établies par différents organismes. Vous parlez dans la partie basse de ce graphique les émissions avec pour objectif 0 émission de CO2 d'ici 2050. Dans la partie haute, ce sont d'autres scénarios. Dans un cas comme dans l'autre, ces scénarios sont accompagnés de scénarios socio-économiques. À chaque scénario d'évolution des émissions correspond à un scénario socio-économique. Et naturellement, la partie haute, qui est préparée plutôt par l'industrie du pétrole, est totalement différente de la partie basse, qui est préparée par des agences, l'Agence internationale de l'énergie, l'IEA, ainsi que l'Agence internationale des énergies renouvelables. Dans ce cas, la part considérée comme évoluant avec une prépondérance plus assise d'ici 2050 est réservée principalement à l'hydrogène et aux biocarburants, tandis que pour ce qui concerne naturellement le secteur maritime. Pour ce qui concerne les sociétés aujourd'hui productrices de carburants fossiles, d'autres scénarios sont proposés. Ces scénarios ne privilégiant pas le monde maritime pour l'utilisation d'autres carburants que ceux existants aujourd'hui, et les réservant, les nouveaux carburants, pour d'autres applications. Pour ce qui concerne les prévisions faites par l'Organisation mondiale, l'Organisation internationale du monde maritime, l'OMI, si on ne fait rien, selon leurs projections,
on aurait une augmentation, non pas une augmentation, mais 50%, voire à 150% de plus d'émissions de CO2 d'ici 2050, compte tenu de l'évolution du trafic maritime et du nombre de navires, ainsi que des puissances engagées. Selon certains scénarios, avec un certain nombre de dispositions, on parvient à réduire les effets de gaz à effet de serre ainsi que les émissions de CO2 avec pour ambition affichée de l'OMI d'une réduction de 50% par rapport à 2020 des émissions globales de gaz à effet de serre et jusqu'à 70% pour ce qui concerne le CO2. Dans ce contexte, on s'oriente dans le monde maritime vers la recherche de nouveaux carburants. Certains de ces nouveaux carburants sont préexistants ou existent. On en a en gros 3 catégories. On a les carburants alternatifs qui sont principalement des E-carburants, des électrocarburants. Les 2 premiers qui sont cités ici n'émettent pas de CO2 lors de leur combustion. Les 3 suivants sont des carburants qui, pourvu qu'ils soient fabriqués grâce à un processus de synthèse vertueux, permet de rendre les émissions neutres entre la fabrication, la combustion et la récupération du CO2 dans un cycle vertueux qui permet, a priori, de ne pas émettre davantage de CO2 qu'il en existe actuellement. Et puis les biocarburants, naturellement, les biocarburants dont le biométhanol. Les compléments d'installation sont déjà considérés et déjà mis en œuvre dans un certain nombre de situations grâce à l'installation à bord de systèmes de capture de carbone, ça reste relativement marginal. L'assistance vélique pour aider à la propulsion est quelque chose qui se développe. Naturellement, les enjeux ne sont pas les mêmes que pour pousser un voilier. On parle de très gros navires, de déplacements de 100 à 300 000 tonnes, avec une aide qui peut aller jusqu'à 10 à 15% de propulsion assurée de façon vélique, de manière non continue, selon naturellement les routes et les expositions au vent. Les piles à combustible existent déjà, elles représentent une offre possible pour les petits navires, pour les petites distances, de même que les batteries qui aujourd'hui permettent des installations sur des bateaux relativement petits. Quand on regarde les différents carburants tels qu'ils se présenteront si on arrive à les développer et à les rendre effectifs, on aperçoit les différences d'émissions de CO2 entre ce qui existe aujourd'hui, les fuels traditionnels, le HFO, le VLHFO, le VLSFO, le carburant à bas taux de soufre, qui est ici marqué par le trait vert, et ce que les biocarburants, biométhane, biométhanol, permettent dans la partie jaune que vous pouvez voir une réduction d'un rapport 3 du CO2. Et quant aux électrofuels, pourvu qu'ils soient fabriqués suivant un cycle vertueux, par captation du CO2 qu'ils émettent et pour ce qui concerne ceux qui émettent du CO2 et par réutilisation de ce CO2 soit en stockage soit dans le processus de synthèse de ces électrocarburants, on a une division jusqu'à 7 par rapport au carburant actuel. Naturellement se pose la question épineuse du coût de ces nouvelles énergies et vous voyez ici un graphe bloc par bloc. Le bloc de gauche représente les fuels actuels, les fuels les plus répandus. Les blocs noirs représentent les prix du marché, tandis que les blocs verts et orange représentent le coût de production avec des fourchettes. La partie orange foncé, par exemple, pour le biofuel de première génération, représente le prix minimum à la tonne, tandis que la partie rayée représente la fluctuation en fonction des marchés. On a le même type de représentation pour l'hydrogène dans le deuxième bloc, qui ne se compare à rien du point de vue fossile, tandis que l'ammoniac, lui,
peut être soit considéré comme un combustible fossile si on le brûle ou on le fabrique à partir d'énergie fossile, ou au contraire un carburant plus vert à partir d'une fabrication de synthèse qui permettrait de ne pas dépenser de CO2 lors de sa constitution. Et on voit ici encore que entre les prix minimum et les prix maximum, on a quand même une fourchette très large et bien au-delà de ce que représentent aujourd'hui les carburants d'origine fossile. Dans ce contexte, que fait le Bureau Veritas? Mais que fait Bureau Veritas et que font les sociétés de classification générale? Nous préparons ce qu'on appelle les marques de classe qui accompagnent la classification et la certification des navires et de leurs équipements. Et nous avons déjà un certain nombre de marques qui ont donné lieu à des dispositions réglementaires qui préparent les navires aux besoins soit être élaborés et conçus pour brûler ces nouveaux carburants, soit être prêt à une conversion dès que cela en est possible. Alors dès que cela en est possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit que des moteurs existent et permettent de brûler ces nouveaux carburants, soit que la chaîne d'approvisionnement de ces nouveaux carburants dans les ports devient disponible. L'un des premiers sur lequel on a travaillé est l'ammoniac, et celui pour lequel il y a beaucoup d'études actuellement. Les fiches techniques que je vais vous présenter ici sont toutes à peu près faites de la même manière, avec une partie technique. Dans le cas de l'ammoniac, on a un volume nécessaire pour la même énergie 3 fois supérieur à celui du fuel. Il n'existe pas de moteur aujourd'hui pour les navires. Les moteurs sont en préparation, avec des moteurs 2 temps avec de l'ammoniac liquide, des moteurs 4 temps avec du gaz. On a des aspects évidemment sécurité qui sont liés à ces nouveaux fuels. Pour ce qui concerne l'ammoniac, on n'y échappe pas, avec une très forte toxicité, en particulier quelques litres d'ammoniac qui fuiraient dans une salle des machines serait suffisant pour créer des dommages extrêmement importants pour l'équipage. C'est corrosif. Pour ce qui concerne l'environnement, on a naturellement un très faible effet de serre puisqu'il n'y a quasiment pas d'émission de CO2. Vous voyez qu'il n'y a pas de CO2 lors de la combustion. En revanche, il y a des produits de sous-combustion tels que le gaz nitreux, le protoxyde d'azote, qui, lui, pourrait devenir à considérer si on avait une généralisation de ces moteurs. La réglementation aujourd'hui n'est pas vraiment complètement prévue pour l'utilisation de ces carburants, en tout cas pas pour les transporteurs d'ammoniac, tels que c'est pour les transporteurs de gaz. Autrement dit, là, il y a interdiction de brûler la cargaison en tant que moteur, et il faut utiliser à ce moment-là des soutes dédiées avec les règlements applicables pour ce type de soute. Pour ce qui concerne l'évolution de ces marques de classification et de la réglementation en général, on voit que toutes les sociétés de classification ainsi que le Bureau Veritas sont très actives. Sur ce carburant en particulier, sur l'ammoniac, nous avons émis nos premiers règlements il y a 1 an et demi, et nous avons déjà sorti, en tout cas nous allons sortir ce mois-ci, à la fin du mois de juin, puisque nous émettons nos règlements tous les ans, et tous les ans au mois de juillet, nous allons émettre une mise à jour de tous ces carburants, de toutes ces marques. Pour ce qui concerne le périmètre de ces marques, principalement sont concernés les espaces dédiés pour le carburant, la résistance de la coque prévue pour ce type d'installation de carburant à bord, la stabilité du navire compte tenu des types de carburant et de leur densité, avec un certain nombre de paramètres optionnels qui sont montrés ici et qui traitent des accès aux espaces concernés, de la ventilation, des dispositions structurelles, d'avoir au moins une soute disponible, les équipements d'origine qui puissent servir également pour la manipulation de l'ammoniac, et ainsi de suite. Rien sur les moteurs n'existant pas. On passe au deuxième type de carburant qui est... Rassurez-vous, si je suis
Je vais accélérer un petit peu, je vous pousse un petit peu, mais rassurez-vous, toutes les slides seront disponibles. Donc, je vais aller très vite parce qu'elles se ressemblent, je ne vais pas me répéter. Vous avez une deuxième carte ici qui représente la même chose pour le méthanol, avec des avantages techniques et des enjeux de sécurité qui sont différents. Mais dans tous les cas, on a le premier point qui est d'avoir un volume nécessaire supérieur à celui des fuels actuels, en sécurité des dangers ici d'inflammabilité, d'explosivité. Les émissions de carbone pourraient être neutralisées grâce à des moyens de capture et la réglementation n'est pas encore complètement prête. Idem pour ce qui concerne l'hydrogène. L'hydrogène suit et le méthanol suivent le même type de développement avec aujourd'hui des règlements qui ne sont pas complètement prêts et pour lesquels nous, société de classification, partageons les travaux qui sont en cours avec différents partenaires afin d'essayer de trouver des solutions viables à l'utilisation de ces carburants. Donc vous voyez, ces fiches sont identiques avec une visibilité du calendrier qui accélère sans pour autant permettre aujourd'hui une situation complètement claire ni fiable. Et résumer ici très rapidement l'ensemble des dispositions qui sont prises pour les carburants et ceci clôt le chapitre concernant les carburants. Alors, juste ce matin, on a une grande table ronde cyber, c'est pour ça que je suis pas. Je préfère vous poser une dernière question. Vous pariez sur quel carburant ? Alors, je ne parie sur aucun carburant parce que le Bureau Veritas est agnostique, les sociétés de classification sont agnostiques, elles ont pour objet et pour mission d'accompagner l'industrie et en accompagnant l'industrie, notre rôle est naturellement de faire en sorte que les solutions choisies soient à la fois fiables du point de vue environnemental et du point de vue de la sécurité. Il y a des enjeux, les enjeux sont forts. Dans un premier temps, on peut imaginer de façon déjà pragmatique et ce qui est aujourd'hui le cas, l'utilisation du gaz, le gaz en tant que carburant alterné avec le fuel. On voit de plus en plus de moteurs bicarburants, voire des moteurs simples carburant gaz. Vous avez vu que le gaz sur les graphiques ne représente pas une baisse considérable des effets à CO2 de l'ordre de 10 à 20% par rapport au fuel. Et puis, dans un deuxième temps, la chaîne devrait le permettre, des biocarburants soit synthétiques, soit naturels, avec un certain nombre de développements qui sont en cours. Le méthanol, pour ce qui concerne les moteurs, est déjà plus avancé du point de vue technologique que les carburants à émissions nulles à la combustion, que sont l'hydrogène et l'ammoniac. Pour l'hydrogène et l'ammoniac, il va y avoir certainement une période encore d'évolution jusqu'à ce qu'il y ait une maturité parfaite pour pouvoir utiliser ces carburants. L'hydrogène aujourd'hui est utilisé en pile à combustible sur des petites énergies, pas sur des grandes énergies comme le nécessitaient les gros navires. Voilà. Merci beaucoup. Et pardon pour le petit squeeze du cyber. Mais le cyber, je pense qu'il y aura des gens beaucoup plus spécialistes que moi pour pouvoir en parler. Je vous remercie. Merci à vous.